Les maisons qui sauvent, construire autrement en Afrique de l'Ouest. Bravo, bravo à vous, Thomas Granier. Votre association, la Voûte Nubienne. Alors, c'est pas un hasard, ce nom? Non, non, c'est pas un hasard, c'est le nom du concept technique. Est-ce que vous voulez un petit thé? Avec plaisir. Voilà, un petit thé au jasmin. En Afrique, on en boit beaucoup du thé? On boit beaucoup de thé, mais pas beaucoup de thé au jasmin. D'accord, alors voici. C'est du thé vert. Voilà, alors dites-moi donc, cette rencontre avec les Africains, elle vous est venue comment? Je suis de formation maçon, artisan maçon, et j'étais un grand voyageur. J'adorais les voyages et l'autre dans les voyages. Et à l'invitation d'un ami forgeron au Burkina Faso, un jour, j'ai tenté la construction d'une voûte sans coffrage, briques de terre crue, mortier de terre crue. Et c'était un happening technique qui s'est très rapidement transformé en un programme de développement d'une architecture alternative. Parce que quand on va en Afrique, malheureusement, dans les grandes villes, il y a tout un environnement qui ne peut que briser le cœur. Tous ces bidonvilles, toutes ces maisons, on ne peut même pas appeler ça des maisons, ce sont des assemblages de planches, de bouts de bois. Et en plus, au moindre coup de vent, ça s'en va. Donc, il fallait trouver quelque chose pour pouvoir leur offrir cet avenir. Et ce présent même. En ville comme au village, il faut le préciser. Oui, aujourd'hui, la tôle est devenue la toiture pour tout le monde. En plus, avec le soleil, c'est complètement fou. La tôle sous le soleil, mais comme vous l'avez dit, sous le vent, et avec des vents qui augmentent récemment avec les questions climatiques. Et donc, il fallait effectivement proposer une alternative qui s'inscrive dans les économies, dans les cultures locales. Lorsque vous arrivez là-bas, que cette idée germe en vous, vous allez dans un premier village, vous parlez au chef, comment on vous accueille? Un petit peu bizarrement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le blanc qui vient donner des leçons? Non, pas tant que ça. On était deux, un paysan burkinabé et moi-même ensemble. Et pendant plusieurs années, on est allé proposer cette maison sans bois, sans béton, sans tôle, sans chevron. Et on passait clairement pour des fous. Et cette méthode-là, vous l'aviez acquise où? Je l'avais donc, nous l'avions ensemble redéveloppée en Afrique, réinventée en fait. Oui, mais vous avez été l'apprendre où? Vous avez allé vous aviez trouvé deux petites photos sur le catalogue d'une exposition de Beaubourg des années 85 sur l'architecture de terre. Avec ça, on a tout refait. Non. 2 photos. C'est incroyable. Voilà, c'est 2 mois de travail pour... mais de façon complètement empirique. Complètement empirique. Et du coup, on a pondu un système extrêmement simplifié, extrêmement standardisé, qui est aujourd'hui permet la réplication. Un manchot comme moi, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, il pourrait bénéficier de ce savoir-faire et monter sa propre maison en terre? Vous allez souffrir, les mains, les pieds pour piétiner le banco, la chaleur pour travailler, mais sinon, pas plus que ça. D'accord. Et la technique, donc, est relativement rudimentaire? Rudimentaire, simple, adaptée pour des maçons qui ont un niveau scolaire très modeste et pas d'études particulières dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rester 2 secondes sur la maison, mais après, c'est de voir comment vous insufflez ce savoir et comment, donc, vous avez accordé l'autonomie à ces personnes qui, malheureusement, se retrouvaient avec un quotidien bien mité à cause de ces conditions de vie. Lorsque la maison, elle s'érige, elle bénéficie d'une sorte de climatisation naturelle, elle permet d'avoir un meilleur abri, elle permet de lutter contre toutes les intempéries, toutes ces différences, tous ces caprices du temps tels qu'ils existent en Afrique? Alors, cette maison n'est pas une panacée contre le climat, mais par contre, elle apporte de véritables avantages thermiques. Il y fait plus frais quand il fait chaud, plus chaud quand il fait froid. Il fait aussi froid au mois de décembre, la nuit en Afrique. Bien sûr, frais. Oui. Elle est extrêmement résistante aux intempéries, au vent. Et puis, architecturalement, c'est un toit-terrasse, on monte en étage. Donc, avec des matériaux locaux, on a une architecture extrêmement variée, malgré le côté standardisé du procédé. Le sol, ça reste de la terre battue au rez-de-chaussée? Tout ce qui est après définition appartient au client. D'accord. Il va faire une chape, du carrelage. En fait, on propose un gros œuvre qui est absolument conjugué au regard des moyens de chacun. Ça fait 15 ans que vous êtes là-bas. En 15 ans, combien de maisons de construites? On va cette année boucler les 3000 chantiers, ce qui représente à peu près presque 5000 voûtes nubiennes.
mais avec une croissance importante du marché. C'est ça qui est important. On est autour de 25% de croissance du marché. D'accord. Et cette année, c'est 500 chantiers en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus vous qui allez dans les villages, ce sont les villages qui viennent à vous? D'une certaine façon, il y a encore tout un travail encore de sensibilisation. C'est très difficile pour les gens d'économie modeste de choisir des nouveaux produits, encore plus quand ce produit, c'est une maison. Alors, est-ce que le coût est exorbitant pour leur budget à eux, ou est-ce que c'est tout à fait compatible? Est-ce que ça ne demande pas un effort démesuré? Un coût en dollars, en euros ou en sueur. Parce que c'est ça qui est très important. La sueur, ça c'est le volontariat tout à chacun. Les gens ont la capacité de produire les matériaux, de produire le manœuvrage et les transports. Et donc, à la fin, il ne reste à payer que le maçon local. Et ça, c'est un coût qui est tout à fait raisonnable. La terre, on peut prendre la terre qui est là, au bout du jardin? Comment ça se fait? Dans l'immense majorité des territoires sur lesquels on travaille en Afrique de l'Ouest, la terre est disponible. Le banco, comme on l'appelle, il arrive que certains endroits soient un tout petit peu plus compliqués parce qu'il y a du sable. Mais sinon, le banco est largement disponible dans ces pays. Alors, vous le façonnez, comme on le voit sur les images. Il sèche. Et après, imaginons qu'il y ait des pluies diluviennes. Ça reste bien sec? Les briques, une fois que le bâtiment est fini, alors on a différentes façons pour protéger l'extérieur. Des enduits de terre, des enduits, des briques de pierre, éventuellement même en ville des enduits de ciment, qui sont... mais c'est juste la partie de la protection extérieure, toiture et murs, qu'il faut régler, et aujourd'hui ça fonctionne. Alors on sait que l'Afrique, la situation économique est très difficile aujourd'hui, que c'est un pays en pleine expansion démographique, et que l'avenir passe par l'Afrique. Est-ce que vous allez être l'un des éléments qui va permettre de véritablement, ou qui vont permettre de véritablement donner cette impulsion initiale à ce continent en plein essor? Sans doute, certainement pas jusque-là, mais sur ces questions d'habitat qui sont extrêmement transversales, extrêmement importantes, sur des questions de méthodologie du développement et de mélange entre volonté de développement et véritable marché, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social aujourd'hui, qui utilise les ressorts du marché pour amener des propositions adaptées, eh bien je pense que notre programme est exemplaire et je pense qu'il va amener des acteurs politiques, aussi bien en Afrique que des pays partenaires ou des grands bailleurs, à soutenir et ce programme et les méthodologies qui le portent. Est-ce que l'on est rivé à des constructions plutôt réduites, où on peut envisager d'avoir quelques astuces qui permettent de construire en hauteur, peut-être pas 15 étages, mais 2 ou 3 étages? Oui, dès aujourd'hui, on fait du R+1, donc un étage. On pourrait faire du R+2. On ne fera pas d'immeuble au sens où on l'entend, mais ce serait déjà extraordinaire si on arrive à... Vous pouvez diviser quasiment la taille d'un village ou d'une ville par 2 si vous faites du R+1, et puis vous restituez le toit terrasse qui est de la surface, et aujourd'hui, dans des périmètres un peu étroits, sur des parcellaires étroits, c'est tout à fait important. Est-ce que vous pouvez arriver dans un bidonville et dire, là, la cahute, on l'a fait tomber, et puis on va monter la petite maison comme ça? Est-ce que ce traficotage, entre guillemets, pourrait être envisageable et offrir aux uns et aux autres, dès aujourd'hui, cette capacité à un changement radical d'existence? Ce n'est pas tellement le bidonville qui est notre cible. La périphérie des grandes villes aujourd'hui, ce n'est pas forcément notre cible principale. C'est beaucoup plus les villes et les villages, et ce qui est déjà énorme, c'est 80% de la population. Le bidonville, il y a d'autres problèmes qui sont d'ordre plus du sanitaire, c'est ça? Sanitaire, qui possèdent. Oui, c'est ça, les propriétaires. Les propriétaires, la propriété. C'est très complexe et c'est en dehors même de notre champ d'action. C'est-à-dire que dans un village, aujourd'hui, la notion de propriété n'existe pas véritablement. On peut estimer que tout à chacun puisse revendiquer une certaine surface sur laquelle il a le droit de jouissance? Non. Ce que je voulais dire, c'était que dans les bidonvilles, on a des problèmes du foncier qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on trouvera dans les villes moyennes, dans les villages, etc. C'est une question assez complexe et qui est en dehors un peu de nos qualités, de nos propositions. C'est pas aujourd'hui le bidonville, la périphérie des villes est une cible qui devrait être traitée
très en amont de l'installation des populations, avec des efforts du gouvernement pour une réflexion autour de la façon de construire dans ces nouveaux périmètres. Donc on n'est pas forcément tout de suite là, comme vous le disiez, une solution pour des endroits de très grande densité en périphérie des grandes villes. Mais cette partie-là, ça représente assez peu finalement. C'est peut-être 10% de la population dans un pays comme le Mali ou le Burkina Faso. Et Mali, Burkina Faso, les conditions ne sont pas toujours, disons, des plus calmes. Est-ce que vous pouvez œuvrer sans trop de difficultés ou vous commencez un chantier, puis les distensions du lieu, distorsions aussi, font que vous êtes obligé d'arrêter? Comment... Non, il n'y a pas de... Non. C'est des pays calmes, oui. C'est des pays posés, c'est des pays qui ne souffrent pas plus de la violence qu'ailleurs, je dirais presque moins. Il y a peut-être une amplification de chaînes d'information en continu autour de la violence dans ces pays. Je ne sais pas si c'est chez vous. Mais... Non, ça va. Il y a des soucis, mais pas plus qu'à Paris, pas plus qu'en Europe. Et alors, l'objectif, construire autrement en Afrique de l'Ouest, c'est combien de maisons par an? L'objectif, c'est une transformation fondamentale, finalement, de la proposition architecturale. C'est qu'un jour, on ne soit pas obligé pour tout le monde de passer par la tôle ou par le béton, et donc de former des maçons. De former des maçons, d'avoir un marché d'une architecture alternative en Afrique. Formidable. Bravo à vous. La voûte nubienne, Thomas Granier. Continuez, puisque vous passez pratiquement la moitié de l'année là-bas à veiller à ce que ça puisse se développer. Bravo. Merci.